En cette fin de campagne, on parle beaucoup évidemment des retraites, mais c'est aussi un des sujets clés, on le sait, de cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il faut reconnaître que Marine Le Pen a quelque part a su mieux surfer sur cette thématique du pouvoir d'achat qu'Emmanuel Macron jusqu'à présent. Il est passé un peu à côté du sujet, là, le président sortant. On peut avoir l'impression. En tout cas, si on regarde les professions de foi, le premier sujet qui vient dans celle de Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Dans la profession de foi d'Emmanuel Macron, l'expression ne figure même pas. Et Marine Le Pen l'a bien senti, puisque quand vous regardez son programme qui a été fait quelques semaines plus tôt, il y avait le pouvoir d'achat, mais ça venait après les questions d'immigration, de sécurité, enfin bref, son fonds de commerce habituel. Et donc, elle a remonté en tête dans sa profession de foi. Donc, elle a senti qu'il se passait quelque chose, et c'est pas très compliqué de voir ce qui se passait. Il se passe une flambée des prix comme on n'en a pas vécu depuis 40 ans. J'ai regardé, en février-mars, on a eu plus de 2 points d'augmentation des prix. Ça ne s'est pas vu depuis avril 1983. Parce que Jean-Marc, je vous coupe parce que plus 4,5% d'inflation, on l'a déjà connu par le passé, mais pas l'accélération de l'inflation, c'est ça en fait. Oui, c'est l'accélération. Si vous regardez sur 2 mois, on a eu plus de 2% d'inflation. Pour vous et moi, ça pose peut-être pas un problème dramatique, mais pour des centaines de milliers, voire des millions de Français, ils le sentent immédiatement parce qu'ils ont des problèmes financiers plus tôt que d'habitude. Et il y a des achats qu'ils ne peuvent plus faire. Et ça, Marine Le Pen l'a parfaitement senti, peut-être parce qu'elle s'est promenée, alors que Emmanuel Macron, lui, il était à l'Élysée, il avait des choses tout à fait importantes à régler sur la scène internationale, mais donc il est passé un peu à côté du sujet, d'autant plus, je pense, qu'il a fait plein de mesures ponctuelles pour le pouvoir d'achat. Il y a eu la prime inflation, il y a eu la ristourne carburant, il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu l'augmentation de l'indemnité kilométrique, enfin il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises. Tout ça pour quasiment 30 milliards, nous a rappelé le gouvernement quand même. Oui, mais les gens s'inquiètent pour l'avenir. Et sur l'avenir, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il n'a pas dit grand-chose. Bon, sachant que sur cette hausse des prix, ça ne concerne pas que l'essence. Désormais aussi, on a de plus en plus, à des niveaux moindres, une accélération de la valse et l'étiquette sur l'alimentation. Oui, ça commence toujours par l'énergie. Enfin, c'est ce qu'on a vu en tout cas à plusieurs reprises au cours de ces dernières décennies. Dans l'agriculture, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, à la fois pour travailler la terre, pour récolter, et puis aussi pour faire les engrais, les engrais azotés qui sont énormément développés ces dernières décennies. Ils sont fabriqués. La matière première, c'est le gaz, c'est du gaz qu'on transforme et qu'on combine avec de l'azote contenu dans l'air. Et donc ça c'est tout à fait logique quand on voit l'enchaînement des prix, que les prix des produits alimentaires augmentent. Il y a aussi des raisons d'un autre ordre, des raisons climatiques qui jouent comme il y en a régulièrement. Mais là, tout ça se combine en même temps. Et énergie plus alimentation, quand vous regardez le budget des ménages les moins favorisés, c'est ce qui pèse le plus lourd une fois qu'on a payé le loyer et les abonnements. Et donc, c'est ressenti de manière très très intime par beaucoup de gens. Quelle réponse du politique, encore une fois, beaucoup de mesures ponctuelles, conjoncturelles, qui ont été prises à la fois par le gouvernement et dans les mesures notamment proposées par Marine Le Pen. Mais jusqu'où il faut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, encore une fois? Il faut bloquer les prix, il faut baisser la TVA de 20 à 5,5. Quelles sont les... Après, on parlera des solutions plus pérennes dans la durée, plus structurelles, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus à court terme? Un blocage temporaire des prix, dans certains cas, ça peut se justifier, à condition qu'on ait vraiment une bosse. Mais aujourd'hui, les bosses, elles sont de moins en moins bossues, ressemblent de plus en plus à des vagues ou à des plateaux. Ouais, sur le pétrole, on est sous les $100 le baril. Il faut rappeler qu'on était comme à 120, 130, 140 il y a un mois. Mais est-ce que vous savez ce qui va se passer sur les choix que va faire l'Europe face au pétrole russe dans les mois à venir? Je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Donc le champ des possibles reste extrêmement large, sans parler de problèmes qu'il pourrait y avoir ailleurs. On a des pays pétroliers qui sont très fortement dépendants des importations de blé, sur lesquels il va y avoir des problèmes. Et donc on peut dire que ça n'aura aucun effet sur la production de pétrole, mais on peut aussi imaginer des scénarios très différents. Donc je crois qu'il faut rester
il faut rester très prudent sur ce versant-là. Alors sinon, qu'il y ait des mesures ponctuelles, soit pour bloquer les prix, soit pour indemniser les gens qui souffrent le plus de la flambée, c'est tout à fait normal, mais ça ne peut être que du court terme. On ne va pas pouvoir continuer à imprimer des dizaines ou des centaines de milliards d'euros par an pour financer le déficit public de la France. Et ça, je crois qu'il faut bien en prendre conscience parce qu'on est dans une situation qui est très différente de celle qui prévalait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait une demande qui était bloquée par les confinements, donc les prix stagnaient et la Banque centrale européenne a acheté massivement de la dette publique pour soutenir un petit peu la demande, pour éviter la déflation. Pour quasiment 2000 milliards d'euros, il faut le rappeler. Oui. Aujourd'hui, on est dans la situation exactement opposée. Les prix accélèrent et donc la Banque centrale européenne va devoir prendre des mesures, peut-être pas pour refroidir brutalement l'économie, mais au moins pour éviter que l'emballement parce que c'est son mandat. Parce que c'est son mandat, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement, non mais la mission principale. On a 7,5 d'inflation en zone euro, là où l'objectif est à 2. Il faut quand même mesurer l'écart aujourd'hui et ça continue d'accélérer. Même s'il faut dire ce qui est en zone euro, plus de la moitié de cette hausse des prix vient de l'énergie. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis pour le coup. Oui, aux États-Unis, on a quelque chose qui est beaucoup plus diffusé. Et vous avez vu que donc Joe Biden va parler cet après-midi de l'inflation, ce qui est même quelque chose d'exceptionnel. Dans les solutions, encore une fois, plus pérennes, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a relever le SMIC, encore une fois. C'est une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on baisse les cotisations et si on baisse les impôts, c'est une solution, mais ça creuse aussi la dette et le déficit si ce n'est pas financé. Donc c'est de l'impôt différé, ça aussi. Oui, on revient à la case précédente. Tout ce qui se finance sur les fonds publics, que ce soit des baisses de cotisations, des baisses d'impôts ou des hausses d'allocations, tout ça, ça se retrouve dans le déficit public. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, hausse du salaire des fonctionnaires. Tout ça, ça se retrouve dans le déficit public. Donc, il faut voir, même se demander sérieusement quelles seront les limites sur le déficit public. Et honnêtement, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Mais on sait qu'il va y en avoir et on sait aussi que le mouvement peut être extrêmement brutal. Ça aussi, c'est ce que montre l'histoire. Donc, il y a d'un côté tout ce qu'on peut faire sur le plan budgétaire, et puis ensuite, on peut reporter la charge sur les autres. C'est ce qui se passe avec le SMIC. Si on augmente de manière sensible le SMIC, c'est évidemment faisable, mais à ce moment-là, c'est les entreprises qui subissent le choc. Et donc, soit elles peuvent répercuter la hausse sur leur prix de vente, et donc ça entretient une boucle inflation-salaire, soit elles ne peuvent pas, mais dans ce cas-là, leur situation financière devient vite très compliquée. Et là, on a tout à fait le droit de se souvenir de ce qui s'est passé au moment du premier choc pétrolier, où les entreprises françaises, plus que les entreprises des autres pays européens, ont encaissé le choc, avec un pouvoir d'achat des salariés qui a continué d'augmenter, mais les marges des entreprises se sont effondrées. Et ensuite, il a fallu 10 ans d'efforts pour pouvoir reconstituer tout l'investissement qui a été perdu à ce moment-là. Et donc, voilà, l'état nounou, ça peut marcher, mais ça va forcément avoir une limite. Et il faudra discuter autrement de comment est-ce qu'on se répartit cette facture. Vous savez, Denis Ferrand de Rexecode que vous devez inviter parfois, à chiffrer la facture pour les ménages à 30 milliards d'euros. Donc c'est 30 milliards d'euros qui vont manquer parce que ils vont être donnés aux pays producteurs de pétrole et de gaz. Ils vont manquer en France. Et donc à qui ça va manquer? On peut dire ça va manquer à personne et ça ira dans la dette publique. Encore une fois, je pense que ce raisonnement-là va toucher sa limite à un moment ou à un autre. Avant de se quitter, Jean-Marc, à cette question, est-ce que finalement est-ce que le politique, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, est-ce qu'ils ont vraiment la main sur le pouvoir d'achat, sur notre niveau de vie au final, au-delà des mesures de court terme? À court terme, pour des mesures palliatives, oui, mais ça ne peut pas être durable. Donc ensuite, il faut faire du long terme, c'est-à-dire du structurel, c'est-à-dire améliorer les conditions de la croissance, cette croissance qui doit en plus être écologique. Et donc, oui, bien sûr, mais c'est du travail de long terme. Ça se fait pas en 1, 2, 3 ou 5 ans. Et là, on retombe sur l'opposition entre le calendrier politique et le calendrier économique et sociétal. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci, au revoir. Salut.